Bonjour tout le monde, donc bienvenue. Désolée pour ce petit temps de retard. On a eu quelques petits soucis techniques, mais je suis vraiment ravie de vous accueillir pour ce webinaire qu'on consacre aujourd'hui au sujet de l'inclusion et de l'éducation des jeunes et du rôle des entreprises sur ce sujet. Les webinaires Mixity Expert ont pour habitude de faire intervenir deux personnes qui s'engagent sur les sujets qu'on va adresser et qui représentent des entreprises et des acteurs de l'écosystème de la diversité et de l'inclusion pour adresser des enjeux de notre quotidien autour de ces sujets de l'inclusion et de l'égalité des chances. Alors, quelques mots sur le suivi de ce webinaire de ce matin. Donc, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez accéder bien sûr au replay à l'issue de cette session. Nous avons aussi un hashtag Twitter pour nos webinaires Mixity Expert qui est Mixity Expert DEI, comme diversité et inclusion. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a voulu adresser cet enjeu de l'inclusion et de la formation des jeunes et du rôle des entreprises parce que, vous le savez bien, la crise sanitaire a particulièrement bouleversé la vie des jeunes. 3/4 des jeunes de 18 à 25 ans estiment avoir subi des vrais préjudices par rapport à la crise sanitaire que nous traversons. Et 22% des jeunes aujourd'hui de 18 à 25 ans sont au chômage. Donc le chômage touche particulièrement les jeunes et aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de trouver un emploi ce qui engage aussi une réflexion globale de comment les entreprises peuvent jouer un rôle d'inclusion et accompagner à la fois l'éducation des jeunes pour leur permettre d'accéder à des emplois, notamment pour ceux qui sont moins favorisés, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a aussi une surenchère sur les diplômes et que c'est beaucoup plus difficile, par exemple, quand on a juste le bac. Ou qu'on a fait un parcours plutôt professionnalisant, de trouver un emploi parce qu'il y a de plus en plus aussi de jeunes diplômés sur le marché du travail qui acceptent des emplois et qui sont surqualifiés par rapport à cette surenchère de compétences dans les offres d'emploi. Donc, c'est vrai que c'est un vrai engagement des entreprises aujourd'hui d'adresser ces enjeux et notamment chez les acteurs du numérique. On va en parler aujourd'hui puisque nous accueillons deux intervenants qui travaillent dans une grande entreprise engagée sur l'égalité des chances et engagée aussi pour l'inclusion, notamment dans les nouvelles technologies et dans le secteur du numérique, puisque nous avons deux intervenants pour cette session, deux intervenants qui travaillent chez Orange, puisqu'Orange est une entreprise qui est très engagée sur ces sujets d'égalité des chances, avec un double aspect, à la fois accompagner les jeunes vers l'emploi et aussi former les jeunes au métier du numérique, puisque ces secteurs-là sont des secteurs en plein développement, avec un besoin aussi de nouvelles compétences, et que c'est important d'accompagner tous ces points-là et d'apporter aussi une vraie réflexion autour du rôle de l'entreprise sur l'inclusion numérique et la possibilité de chacun d'accéder à un emploi, à des nouveaux emplois notamment. Donc on a aujourd'hui avec nous Jean-François Etienne qui est en charge de l'égalité des chances chez Orange. Et puis Amélie Kanagazabeh, qui est analyste stratégique chez Orange, mais qui intervient avec aussi une autre casquette ce matin, puisqu'elle est aussi très engagée dans des associations qui accompagnent aussi les jeunes vers l'emploi, notamment les jeunes qui ont des accès moins privilégiés à l'emploi et qui intervient notamment autour des associations Article 1 et Proxité. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Jean-François Etienne pour nous dire deux mots sur sa mission et sur son rôle sur ces sujets chez Orange. Bonjour Jean-François. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bon, écoutez, bonjour à tous. Alors, mon rôle et mes missions, finalement, mon rôle, mes missions, c'est de favoriser
l'égalité des chances au sein du groupe, et en particulier en France, et de faire en sorte finalement de donner vie et d'animer tous les programmes que nous mettons en place au sein du groupe, de telle sorte que ça puisse profiter à un nombre croissant de bénéficiaires. Donc on parle des jeunes, qu'ils soient collégiens, lycéens, en études supérieures et diplômés. Donc on essaie de balayer le spectre de tous ces jeunes qui ne partent pas avec les mêmes chances. Merci Jean-François. Donc je vais passer la parole à Amélie pour se présenter aussi rapidement. Enchantée, bienvenue Amélie. Bonjour à tous. Je m'appelle Amélie Kanaga-Sabay. Je travaille chez Orange depuis 3 ans maintenant dans le cadre du graduate programme d'Orange. Je suis aujourd'hui analyste à la direction de la stratégie du groupe et aussi très engagée sur les sujets égalité des chances, puisque j'ai moi-même bénéficié de dispositifs d'égalité des chances pendant mes études et au début de ma carrière professionnelle. Et j'essaye à mon tour de m'engager pour ces causes. Donc, comme vous l'avez dit, Sandrine, notamment auprès d'Article 1 et de Proxité, mais aussi en interne chez Orange, où je travaille parfois avec la direction RSE, la direction de la diversité sur ces sujets-là. Merci Amélie. Donc je vais vous passer quelques slides en introduction avant de redonner la parole à Jean-François et à Amélie, puisque l'objectif c'est vraiment dans le cadre de ces webinaires de permettre à des acteurs sur ces sujets-là, des acteurs en entreprise et autour des associations de témoigner, de vous apporter des retours d'expérience concrets sur comment adresser ces enjeux, quels sont les dispositifs, quelles sont les actions qui peuvent être menées pour favoriser là aujourd'hui donc l'inclusion des jeunes dans l'emploi et dans l'entreprise. Alors, je vais vous parler 1 minute de ce qu'on fait avec Mixity, puisque Mixity, aujourd'hui, c'est une plateforme leader dans l'accompagnement des entreprises et des organisations sur l'évaluation, le pilotage et la promotion de leurs engagements diversité et inclusion. Donc, avec Mixity, on a développé un outil digital qui, à partir des données, à la fois qu'on collecte auprès des équipes RH, mais aussi des employés, de générer un niveau de maturité sur la prise en compte de la diversité et de l'inclusion dans l'organisation, donc sur différents piliers, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le handicap, sur les âges, donc là c'est le sujet qu'on adresse aujourd'hui, notamment sur les jeunes, les origines sociales ou ethniques réelles ou supposées, et puis l'orientation sexuelle et l'identité de genre, qui sont les grands sujets qui aujourd'hui permettent aux entreprises aussi de montrer qu'elles favorisent l'inclusion, quel que soit le parcours, quel que soit le profil dans son organisation. Donc Mixity, on a différentes propositions qui permettent à la fois, comme je vous le disais, d'évaluer les process de l'entreprise, mais aussi de sonder les employés sur leur ressenti de la diversité et de l'inclusion pour comprendre aussi comment ils veulent eux-mêmes participer, contribuer à cet engagement dans l'entreprise. Et puis, on a aussi un certain nombre d'accompagnements autour d'acculturation et de sensibilisation à la diversité et à l'inclusion. Donc, avant de passer la parole à nos invités, je voulais juste vous partager quelques mots, quelques chiffres clés sur le sujet qui montrent qu'on est sur un enjeu d'inclusion important pour notre société et qui montrent que les jeunes doivent aussi bénéficier de dispositifs, notamment portés par les entreprises, en complément de ce que fait le gouvernement qui s'engage beaucoup ces derniers temps sur ces sujets, pour vraiment assurer que l'inclusion grâce à l'emploi, grâce à un projet professionnel, s'adresse aussi à cette population. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a 22% de personnes qui sont au chômage. Ça a augmenté évidemment avec la crise sanitaire qu'on a connue ces derniers temps. Ça a augmenté de 1,2 points. Donc il y a un vrai enjeu autour de ces sujets. Donc aujourd'hui, on a près de 4 jeunes sur 10 qui sont actuellement à la recherche d'un emploi
et qui étaient engagés dans un processus de recrutement au moment du confinement, qui a été, ce processus a été annulé ou suspendu. Donc c'est vrai que c'est difficile aussi pour cette génération qui s'appelle, elle-même, qui se nomme la génération Covid. Près de la moitié des jeunes diplômés Bac+5 sont au chômage depuis le début de la pandémie, donc 46%, donc je disais tout à l'heure, le diplôme, il y a de plus en plus de jeunes qui sont diplômés, mais ça n'empêche pas d'être aussi concernés par le chômage sur des périodes qui s'allongent. Donc c'est 28% de plus qu'en 2018. Et en 2017, il y avait peu de recrutement après le stage, 8% et après l'alternance. Et maintenant, on voit que effectivement, les dispositifs qui sont mis en place, notamment au niveau du gouvernement avec Un jeune, une solution, je reparlerai un peu plus tard, permettent aussi de démocratiser l'alternance, d'agir comme un véritable levier d'insertion, d'inclusion dans les entreprises et permettent aussi de favoriser l'embauche à l'issue de l'alternance. Donc le sujet du chômage des jeunes, il est encore plus fort et encore plus complexe quand on y ajoute aussi la notion intersectionnelle autour des origines sociales, voire des origines ethniques. Donc là, c'est réel ou supposé. Et là, on a des chiffres qui montrent aussi que c'est pas évident quand on est d'une origine sociale qui n'est pas favorisée, d'accéder à des grandes écoles, d'accéder aussi à l'emploi. C'est vrai que c'est à l'emploi, en tout cas de cadre ou de fonctions intermédiaires. Et donc, il y a aussi cet enjeu finalement d'égalité des chances qui est adressé par les entreprises, de peut-être aller chercher aussi des personnes qui n'ont pas forcément fait des études dans des grandes écoles, mais qui ont des compétences et qui ont aussi des capacités de mener des projets et de contribuer au projet de l'entreprise. Et donc, c'est important aussi de tenir compte du fait que si on veut une vraie égalité des chances au recrutement, il faut aussi aller chercher des profils de futurs collaborateurs, pas forcément que dans les grandes écoles, même si les grandes écoles commencent aussi à mener des programmes, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi cette notion finalement de biais au recrutement qui concerne aussi les moins de 30 ans qui sont descendants d'émigrés africains et qui ont un risque de chômage multiplié par quasiment 2 par rapport aux autres jeunes étudiants, parce que effectivement, il y a cette notion de discrimination et de biais à l'embauche qui peut aussi créer des freins à l'emploi pour ces personnes dans la société. Donc, c'est aussi un enjeu fort des entreprises d'assurer, de mettre en place les moyens pour réduire les biais à l'embauche, réduire la discrimination et accompagner aussi vers l'entreprise des personnes qui viennent moins facilement postuler dans ces entreprises parce que pas forcément les codes ou pas forcément le réseau qui permet de se positionner sur une candidature. Il existe plusieurs aides qui sont proposées par le gouvernement. Donc, il y a un vrai focus qui est mis ces derniers mois, un accent fort qui est mis sur l'inclusion des jeunes dans l'emploi. Donc, je ne vais pas forcément m'y arrêter. Vous pourrez de toute façon consulter le replay du webinaire et puis regarder toutes ces aides en détail. Il y a cette notion de l'apprentissage qui est fortement aidée aujourd'hui dans les entreprises. Donc, ça a été un vrai levier d'action aussi pour permettre à de nombreux jeunes de profiter de ces dispositifs. C'est un vrai succès. Il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à l'apprentissage grâce aux aides proposées par le gouvernement sur Un jeune, une solution. Donc, il y a 2,6 millions de jeunes qui ont bénéficié d'aide à l'apprentissage. C'est un record historique si on prend la tranche des 16-29 ans grâce à ce dispositif. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, 62% des jeunes sont en emploi
salariés 6 mois après avoir terminé leur apprentissage dans ce dispositif. Donc, c'est vraiment un dispositif efficace et qu'il est important de continuer à encourager. Donc, le gouvernement a renouvelé encore la période pour l'apprentissage et les aides au contrat de professionnalisation. Donc, ça, c'est un vrai succès. Et puis, ensuite, il y a beaucoup aussi d'aides qui permettent d'accompagner des jeunes qui sont parfois en situation de travailleurs handicapés ou aussi des personnes qui, par l'insertion au sein de l'activité, des structures d'insertion au sein de l'activité économique, peuvent bénéficier de formations, d'accompagnement, de mentorat pour pouvoir aussi accéder à l'emploi plus facilement. Donc, il y a des vrais dispositifs que les entreprises peuvent aller regarder, activer et déployer au sein de leur organisation en partenariat avec des associations, avec les missions locales qui ont un vrai rôle à jouer aussi sur ces sujets, et puis Pôle emploi qui s'engage beaucoup aussi pour accompagner les entreprises sur ces dispositifs. Il y a aussi des associations et je vous invite à les découvrir. On ne les a pas toutes mentionnées ici. Ce n'est qu'une vue de quelques acteurs, mais il y a des associations qui s'engagent très fortement pour mentorer, pour accompagner. On va en parler tout à l'heure avec Amélie. Donc, article 1, les apprentis d'Auteuil, NQT, Fondation FAS, la Cravate Solidaire. Il y a aussi des associations sur des communautés, par exemple LGBT+, comme Mac Jeunes, qui sont très, très dynamiques et qui se développent sur les territoires et qui accompagnent les jeunes pour aller vers l'emploi. Chemin d'avenir, qui s'engage aussi sur la ruralité, parce qu'on sait qu'effectivement, quand on est dans des zones rurales, qu'on est éloigné des grandes villes, c'est pas toujours facile d'accéder à l'emploi. Et puis, il y a aussi la Fédé 100% Handynamique qui aide les jeunes personnes en situation de handicap pour les accompagner, les former, les mentorer et les aider à accéder à l'emploi. Donc, il y a beaucoup de dispositifs qui existent et je vous invite aussi à aller découvrir ces acteurs qui travaillent vraiment aux côtés des entreprises pour s'engager sur ces sujets de l'inclusion des jeunes. Un exemple pour terminer, puis après je passe la parole à nos invités. Un exemple qui est concret, on aime bien présenter aussi des cas pratiques, bien qu'on va laisser la parole à l'équipe Orange pour vous parler de tout ce qui est fait, tout ce qui est mis en place chez Orange. Là, on a voulu mettre en avant deux axes d'accompagnement des jeunes sur ces sujets de l'inclusion et de la formation, parce qu'il y a aussi des dispositifs qui peuvent être menés sur la formation pour accompagner des compétences nécessaires dans l'entreprise. Et LVMH, par exemple, Moët Hennessy et Louis Vuitton, a vraiment lancé un dispositif très soutenu d'engagement auprès des jeunes. Ils ont annoncé récemment 25 000 recrutements pour les moins de 30 ans d'ici à la fin 2022, donc c'est quand même un engagement fort, dont 5 000 stages en France et 2 500 alternances, donc des engagements aussi d'accompagner l'inclusion des jeunes par ces dispositifs de stage et d'alternance. Et puis, ils ont lancé aussi des initiatives qu'on trouve assez intéressantes de formation pour vraiment accompagner des jeunes qui n'ont pas forcément les compétences aujourd'hui, mais qui ont un potentiel pour intégrer l'entreprise sur des métiers recherchés. Et donc, ils ont créé une plateforme éducative qui s'appelle Inside LVMH, qui permet aux jeunes de découvrir les métiers. Donc, il y a 50 heures de contenu, plus un cursus certifiant de 30 heures, qui permet finalement de voir si on peut rejoindre l'entreprise via certains métiers, et puis avoir cette certification qui permet aussi d'être détecté par l'entreprise et d'intégrer certains métiers, certaines unités de l'entreprise. Et puis, en complément, ils ont mis aussi un cursus de formation au métier de l'excellence en place pour former finalement des jeunes à des métiers spécifiques avec des techniques spécifiques aussi au groupe. Et donc, ils ont mis en place 34 programmes de formation et ils travaillent avec de nombreuses écoles partenaires pour aller identifier des jeunes qui vont pouvoir demain exercer les métiers d'excellence de l'entreprise. Donc là, c'est un bel exemple de comment l'entreprise peut s'engager à la fois sur l'emploi. Alors, ils font d'autres choses aussi en partenariat avec des associations, etc., pour l'égalité des chances, mais ils font aussi des choses assez structurées et efficaces
pour s'engager dans la formation. Parce qu'encore une fois, il y a la notion d'inclusion, mais il y a aussi comment l'entreprise devient une organisation qui peut former et accompagner des jeunes pour demain accéder à des nouveaux métiers ou à des métiers spécifiques. Je termine là et je vais laisser la parole à Jean-François Etienne. Alors, je vais stopper le slide. Donc, Jean-François, on a souhaité vous faire intervenir parce qu'on sait que Orange est un groupe très engagé sur les questions d'égalité des chances. Et alors, voilà, la première question que je souhaite vous poser, c'est comment est-ce que vous adressez, vous, chez Orange, la question de la formation et de l'inclusion des jeunes? Est-ce que vous avez quelques retours d'expérience à nous faire sur ce sujet qui est très porté au sein de l'entreprise? Bien, merci. Je ne m'étendrai pas trop sur la partie formation. J'en dirai quand même un mot. Puisqu'en fait Orange, voici un peu plus d'1 an, a créé son centre de formation des apprentis, CFA, et effectivement en termes de formation, d'accompagnement de ces jeunes, dont de nombreux sont dans des, comment dirais-je, en position qui appartiennent à des quartiers prioritaires de la ville ou des territoires, on va dire, ruraux, eh bien nous avons mis l'accent en fait sur ce levier. Nous accueillons plus de 4500 apprentis et stagiaires par an, donc ça représente quand même beaucoup de jeunes. Sur l'insertion, sur l'inclusion, je souhaitais plus particulièrement vous dire que finalement les forces vives sont essentielles dans ce domaine, et les forces vives, ce sont des collaborateurs qui vont s'engager auprès des jeunes. Donc finalement, chez nous, il y a deux grands processus d'engagement. Il y a le bénévolat, donc, et le volontariat. Donc, qui est la différence finalement qu'on opère entre ces deux possibilités d'engagement. Eh bien, c'est que le bénévolat, c'est hors du temps de travail, et le volontariat, c'est durant le temps de travail. Et donc, je préciserai plutôt le propos sur le volontariat, qui correspond donc à des collaborateurs qui s'engagent au temps de travail. Orange prévoit précisément des dispositions pour favoriser l'engagement sur le temps de travail. Donc, bien évidemment, c'est une disposition particulière et qui montre à quel point nous sommes soucieux de pouvoir accompagner des bénéficiaires par l'intermédiaire de nos collaborateurs sur leur temps de travail. Dans ce cadre-là, nous travaillons avec 5 associations, dont certaines ont été citées préalablement. Et nous avons mis en place un dispositif de sensibilisation, alors de communication, de sensibilisation et de recrutement des volontaires sur tout le territoire, par l'intermédiaire de différentes directions nationales et Orange. Et chaque année, nous opérons donc 2 campagnes de recrutement des volontaires qui, comment dirais-je, vont accompagner donc des jeunes. Précisément, notre politique, c'est que nous focalisions pas uniquement sur des jeunes d'un créneau d'âge spécifique, mais de démarrer avec les collégiens, comme je le disais, et en particulier donc pour illustrer avec l'association Énergie Jeune. Puis évidemment les lycéens et les lycéennes, donc avec l'association Capital Filles, et puis également Article 1, Proxité aussi, donc je les cite. Ensuite, pour les études supérieures, eh bien, donc Article 1 toujours, nos quartiers ont des talents, et puis Proxité également. Donc jusqu'aux diplômés qui ont besoin, comme ça vient d'être dit et expliqué, de réseaux pour pouvoir s'insérer plus facilement dans les entreprises. Donc
ce programme volontaire fait que chaque année, nous avons à peu près plus de 600 collaborateurs qui interviennent de façon individuelle ou collective auprès des jeunes bénéficiaires dont je vous ai parlé. Je peux aussi également parler particulièrement des stages de troisième. Donc, l'orientation, c'est un moment particulier pour les jeunes. Et donc, ces stages d'observation de troisième, nous les accueillons depuis un certain nombre d'années, notamment à destination des collégiens repérés plus dans nos établissements. Et nous avons décidé cette année de passer à l'échelle et de doubler, si je puis dire, ce dispositif d'une organisation en distanciel où nous souhaitons multiplier par 10 le nombre de collégiens que nous adresserons dans les collèges REP, REP+, et territoires ruraux. Donc, ce dispositif en distanciel est très, je dirais, très, très innovant, et nous, bien entendu, il sera par l'Éducation nationale considéré pour les jeunes comme étant un stage de troisième tout à fait validé. Et nous en profiterons, si je puis dire, pour donner à voir et à comprendre des métiers, toute une série de métiers aux jeunes de troisième, et les métiers du numérique, les métiers technologiques et du numérique, qui sont à l'œuvre chez Orange et dont nous souhaitons, que nous souhaitons valoriser. Je terminerai par une expérience, un programme également que certains ici peuvent connaître, adressé spécifiquement donc aux jeunes qui sont désinsérés hors du système scolaire et de formation d'ailleurs, qui sont donc des jeunes de l'école de la deuxième chance que nous accueillons sur un stage sur des métiers techniques, et également, de conseiller clients en plateau pour faire en sorte qu'ils puissent retrouver une formation ou se réinsérer dans le système scolaire, et les taux effectivement de transformation et de réinsertion sont assez élevés. Voilà ce que je pouvais vous dire en résumé. Merci beaucoup Jean-François. Alors sur une deuxième question peut-être, c'est vrai que beaucoup d'entreprises se posent la question de comment s'engager sur ces sujets d'inclusion des jeunes. Donc on a compris qu'effectivement il y avait des choses qui peuvent être menées sur les stages, sur l'alternance, sur l'échange avec les associations qui travaillent sur ces sujets d'égalité des chances pour mentorer, pour accompagner, donner du réseau et faire découvrir les métiers. Mais quels sont pour vous les challenges que vous rencontrez dans les projets que vous menez sur ces questions d'égalité des jeunes? Quelle vigilance peut-être on peut avoir sur ces questions quand on souhaite se lancer avec votre retour d'expérience? Avoir peut-être quelques notions à bien avoir en tête pour s'engager sur ces sujets qui sont importants aussi dans une politique de diversité et d'inclusion menée par une entreprise. Je dirais points de vigilance, je répondrai déjà sur un premier levier. Je crois qu'il faut valoriser les collaborateurs qui interviennent dans ces programmes. C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne le volontariat, nous pensons que cette valorisation passe par une reconnaissance de ces actions durant le temps de travail. Donc, l'intervention moyenne dans une association en temps, c'est à peu près 2 jours et demi à 3 jours par an, si on cumule l'ensemble des interventions. Donc, voilà. Donc,
point de vigilance, c'est, me semble-t-il, de valoriser cette action et cet engagement des collaborateurs. Un autre point de vigilance, c'est qu'effectivement, ils se sentent accompagnés. Ils se sentent accompagnés et donc certains pourraient être réticents à l'idée de s'engager en disant je n'ai pas forcément le profil, moi j'y connais pas grand chose en matière d'orientation, ou j'ai pas nécessairement fait des études ad hoc pour mentorer un jeune, etc. Bon, donc le point de vigilance, donc ce point-là, il est traité en relation avec nous par les associations, puisque les associations dont je vous ai parlé, assure une formation pour nos collaborateurs et les collaborateurs d'autres entreprises qui interviennent en tant que volontaires. Donc ça, c'est un point de vigilance. Il faut rassurer effectivement les futurs volontaires à l'idée que ils seront pas lâchés dans la nature, ils seront formés. Oui, il y a un autre point de vigilance qui me semble un peu en termes d'offres qu'on peut faire également. Je crois qu'il faut essayer de balayer en fait le spectre de tous les jeunes, parce qu'on parle des jeunes. Donc effectivement, nous les jeunes, ça démarre à la 6e, dans notre optique, et puis ça se termine à l'obtention du diplôme. Ça peut être 25, 26, 27 ans. Donc il nous semble important en termes d'offres que l'on peut faire pour nos collaborateurs d'être présents sur tout le spectre. Et le spectre des jeunes qui sont en études, et comme je l'ai dit précédemment, en dehors des études, désinsérés, donc c'est le cas de l'école de deuxième chance. Merci beaucoup. C'est vrai que ce sont des points importants, effectivement, d'adresser tous les jeunes et de voir aussi quel public on va aussi adresser plus spécifiquement, parce qu'on a parlé tout à l'heure aussi des différences d'accès à l'emploi selon le parcours, les origines, le lieu géographique, etc. Et puis, je retiens sur la valorisation aussi des personnes qui, dans l'entreprise, s'engagent. On a beaucoup d'entreprises qui nous font des retours quand on adresse ces questions-là dans nos évaluations sur, oui, on a beaucoup de personnes de notre entreprise qui sont engagées bénévolement à titre personnel dans des associations. Il faudrait qu'on fasse l'inventaire. Alors, ce n'est pas cette question-là qu'on adresse sur des dispositifs autour de l'inclusion des jeunes et du mentorat, c'est vraiment comment l'entreprise permet, dans le cadre de l'exercice de sa mission et de son temps de travail, de travailler sur des questions de mentorat, de s'engager, et comment on arrive à mobiliser aussi les personnes en les accompagnant pour aller vers ces démarches de mentorat où parfois on a envie, mais on ne sait pas trop comment y aller. Donc, c'est très important de le souligner. Merci beaucoup. Et puis, justement, effectivement, vous l'avez un peu souligné. Comment on fait si vous avez une réponse sur cette question de comment faire en sorte que les collaborateurs de l'entreprise aient envie davantage de s'investir sur ces questions d'égalité des chances, de mentorat, d'engagement auprès des jeunes pour faire de la transmission de compétences, faire du partage de réseaux, du partage de connaissances. Est-ce qu'il y a un peu une recette magique ou pas? Question. Voilà. Alors, la recette magique, je crois qu'en toute chose, il n'y a pas de magie. Donc, je crois aussi que la communication, c'est la répétition, ou la sensibilisation, c'est la répétition. Quelles sont finalement s'il y avait des recettes, en tout cas, quelles sont les dispositions auxquelles que j'ai pu mettre en place finalement pour favoriser en tout cas cette dynamique d'engagement. Bon, il y en a une que j'ai évoquée déjà, c'est celle de la possibilité qui est donnée aux collaborateurs d'intervenir, certes sur deux registres, du bénévolat en dehors du temps de travail, mais également donc du volontariat sur le temps de travail. Donc ça, c'est un premier point.
un deuxième point, je le redis, c'est de pouvoir offrir finalement un spectre d'intervention et d'engagement suffisamment large, donc pour permettre de choisir. C'est important parce que il y a des collaborateurs qui ont plus d'affinité avec des collégiens et ou des lycéens et ou des diplômés ou des études supérieures. Donc, et parfois, souvent, même, ils me demandent, mais alors, qu'est-ce que tu penses, etc. Ben, je pense que d'abord, je leur dis, fais avec ton cœur et avec tes affinités. Et après, on peut discuter, mais il faut déjà, comment dirais-je, y aller un peu spontanément vers un public qui intéresse plus. Et puis, il y a un troisième point que je voulais évoquer, c'est celui de la proximité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai construit un réseau en France de correspondants qui sont des correspondants également diversité, mais égalité des chances, et avec qui on organise donc ces campagnes de recrutement, de sensibilisation et de recrutement au plus près des régions, au plus près des territoires. Et c'est important, c'est pas quelque chose qui vient de Paris. C'est que ces associations sont présentes sur le territoire et l'idée c'est d'offrir la possibilité à un collègue d'intervenir dans le collège, près de chez lui, là où peut-être ses enfants se sont fait leurs études au collège, d'un lycée dans le même cas de figure, d'un jeune qui est dans une école de la même ville ou de la même ou du même département, c'est bien entendu, mais je dirais on raisonne local. Et je crois que cette proximité, ce facteur-là est un facteur assez décisif dans le choix de chacun. Merci beaucoup, merci pour ces témoignages concrets et puis très intéressants aussi sur les bonnes pratiques pour mettre en place ce type d'accompagnement, de dispositif dans l'organisation, quelle que soit la taille d'ailleurs, hein, parce qu'on peut se dire Orange, c'est une grande entreprise qui a plein de moyens pour faire plein de choses, mais on peut, quelle que soit la taille de son organisation, travailler sur prioriser effectivement des actions, mais commencer à s'engager pour développer son écosystème d'inclusion et puis travailler avec les acteurs, encore une fois, qui permettent aussi d'accompagner et qui sont très structurants dans l'approche et recommandants aussi. Donc, je vous invite vraiment à regarder par rapport à toutes ces bonnes pratiques ce que vous pourriez mettre en place pour votre organisation, pour les personnes qui suivent ce webinaire. Je vais donner la parole à Amélie maintenant. Donc Amélie, moi je suis admirative de votre parcours, mais je ne vais pas en dire plus parce que vous allez pouvoir nous en parler dès maintenant. Donc voilà, moi ce que j'aimerais c'est que vous nous parliez de votre parcours et comment en fait l'égalité des chances a été le fil rouge justement pour vous dans votre parcours de vie et votre parcours professionnel. Oui, du coup, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, plus précisément en Seine-et-Marne. Mes parents sont d'origine sri-lankaise, ont fui la guerre au Sri Lanka pour arriver en France, donc sans parler français. Et j'ai tout de suite compris l'importance d'être bon à l'école et j'ai eu la chance d'être plutôt bonne à l'école pendant mes études. Donc, j'ai fait d'abord un bac scientifique que j'ai eu avec 1 an d'avance et j'ai décidé de m'orienter vers des études littéraires. J'ai fait une classe préparatoire littéraire au lycée Fénelon à Paris. Et c'est là que j'ai vraiment vu la différence de milieu social et de capital culturel qui existe entre différents jeunes, puisque j'étais dans une très bonne prépa. Et j'ai vu que la préparation que j'avais eue au lycée, par ailleurs, est une préparation qui suffisait pour le bac, mais pas forcément préparée aux études supérieures. Et dans le cadre de ma prépa, j'ai eu la chance d'être repérée pour intégrer l'internat d'excellence, donc le lycée d'État Jean Zay à Paris. Et c'est comme ça que j'ai rencontré aussi l'association Article 1, dont je parlerai peut-être un peu après, mais c'est le principe d'Article 1, c'est de mettre en relation un jeune professionnel qui est dans la vie active avec un étudiant qui poursuit des études supérieures, souvent boursier, et qui est issu de quartiers politiques de la ville ou de milieux ruraux un peu éloignés. Donc l'idée, c'était vraiment de faire cette relation-là qui m'a beaucoup apporté parce que ça m'a permis d'une part de m'ouvrir aussi aux études supérieures, de voir aussi le champ des possibles parce que en arrivant en prépa, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire particulièrement ou
ou de ce qui même était possible de faire à l'issue de cette formation-là. Après la prépa, j'ai intégré une école de commerce. J'ai fait un double cursus en droit à la fac, donc j'étais à Reims. Et là, je me suis dit qu'à mon tour, j'avais vraiment envie de m'engager pour ces sujets d'égalité des chances. J'étais déjà très investie avec Article 1 dans les événements, etc. J'en ai beaucoup profité et je me suis dit, voilà, c'est à mon tour de donner. Et j'ai été présidente d'une association étudiante qui anime la Cordée de la réussite. Donc, c'est un dispositif national, hein, les Cordées de la réussite en Champagne-Ardenne. Donc, c'est plus de 100 étudiants tuteurs, donc d'écoles de commerce, qui accompagnent des collégiens, lycéens et des jeunes en prépa avec des ateliers d'ouverture culturelle, des sorties scolaires, et essayer en fait d'ouvrir ce champ des possibles qui souvent est très clos, et aussi les aider sur l'orientation. Donc ça a vraiment été une expérience qui m'a permis de me dire que c'est un sujet qui me parle, qui me tient à cœur et qui a beaucoup aussi à faire dessus. J'ai même fait ensuite par la suite mon mémoire de fin d'études sur l'égalité des chances, sur comment on entreprend pour l'égalité des chances. Et donc, à l'issue de mes études en 2018, je me suis dit, si je choisis une entreprise, j'aimerais, dans l'idéal, même si l'idée, c'était quand même de trouver un travail, mais dans l'idéal, de pouvoir, de travailler pour une entreprise qui est investie sur ces problématiques diversité, égalité des chances. Et j'ai eu la chance d'être recrutée par Orange dans le cadre du Graduate Programme, qui est un programme sélectif où il y a plusieurs postes sur une période de temps donnée. Et une des choses qui m'a fait me dire que Orange était une entreprise vers laquelle j'avais envie d'aller, c'est cet engagement dont a très bien parlé Jean-François par avant, sur l'égalité des chances, dans le plan stratégique aussi, et que c'était quelque chose que l'entreprise souhaitait largement mettre en avant. Et aujourd'hui, donc, j'essaye encore de m'investir puisque j'anime notamment la communauté des alumni, donc des anciens mentorés Article 1. Donc, on crée des événements pour fédérer la communauté notamment et faire en sorte qu'il y ait un impact à la fois dans les entreprises, dans les sphères publiques, et que ça ne s'arrête pas juste à la période de mentorat dont on a pu bénéficier pendant nos études. Et j'ai été mentor d'une jeune lycéenne avec l'association Proxité. Donc, Proxité accompagne essentiellement des collégiens et des lycéens et des jeunes professionnels, mais un peu moins, sur l'aide aux devoirs. Donc, c'est assez pragmatique, sur l'orientation scolaire, l'ouverture sociale et culturelle. Donc, on fait des sorties notamment. Donc, toutes les semaines, j'allais à Agnières-sur-Seine accompagner une jeune fille en classe de seconde. Donc, on faisait un peu tout ça, l'aide aux devoirs, quelle est ton orientation, parler un peu de politique, d'actualité et essayer de l'ouvrir au maximum. Donc, c'est vraiment un engagement qui me tient à cœur et j'ai la chance aussi de pouvoir le faire dans le cadre d'Orange puisque je travaille parfois avec la direction de la diversité ou RSE sur ces sujets d'égalité des chances, sur ces sujets de diversité. Et ça, c'est une chance, comme l'expliquait Jean-François avant, de pouvoir aussi le faire sur son temps de travail, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà, en bref. Merci beaucoup Amélie. C'est voilà, encore une fois un parcours très inspirant et puis ce cercle vertueux qui est encouragé aussi par votre volonté d'agir, d'avoir un impact aussi sur d'autres personnes qui peuvent aussi être accompagnées, mentorées, mais aussi de l'entreprise qui nourrit aussi ce cercle vertueux. Ça, je trouve que c'est vraiment un exemple très concret. Évidemment, l'objectif, c'est de démultiplier ce genre aussi de parcours et d'approches pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui bénéficient d'étudiants d'un accompagnement de professionnels pour petit à petit ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux champs des possibles. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis, donc, je ne sais pas, sur article 1, donc vous en avez un petit peu parlé, et Proxité, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces associations, sur leur mission parce que ils ont aussi un impact très fort, parce qu'ils mènent des programmes vraiment qui se développent de plus en plus partout sur les territoires. Donc, je veux bien que vous nous en disiez un petit peu plus sur ces deux associations. Il y en a plein d'autres, et encore une fois, il y a un vrai écosystème mobilisé sur tous les territoires, sur plein de sujets, sur plein de publics aussi spécifiques. Hein. On parlait tout à l'heure un peu du handicap, par exemple. Il y a aussi des très belles associations qui œuvrent aux côtés des entreprises sur ces sujets. Mais là, on va parler d'article 1 et de Proxité.
D'accord. Je vais d'abord commencer par article 1 que je connais depuis un moment maintenant, qui était la fusion de l'association Fratelli et de Passeport Avenir. Moi, j'ai été mentorée depuis 2012 jusqu'à mon diplôme en 2018, donc pendant 6 ans. Et c'est une association, comme je disais, le principe initial, c'est de mettre en relation des jeunes qui sont boursiers, issus de milieux modestes ou ruraux et ou quartiers politiques de la ville, avec un jeune professionnel qui est dans le jeune ou moins jeune d'ailleurs maintenant, mais qui est dans le monde actif et qui peut un peu orienter. Et c'est pas du tout l'idée, c'est pas de l'accompagner sur ses études, sur l'aide aux devoirs, mais vraiment sur l'ouverture sociale et culturelle, sur l'orientation, sur les possibles, des choses aussi banales que comment je contacte, comment je fais une candidature qui tienne la route, qui est-ce qu'il faut contacter, en stage, comment est-ce que quelles sont les attentes sur le comportement à avoir ou à ne pas avoir. C'est des codes en fait qu'on n'a pas forcément quand on n'est pas issu d'un milieu où les parents sont cadres, notamment quand on arrive dans l'entreprise par exemple. Et ça, c'est vraiment l'idée d'article 1 était celle-ci au départ. Donc, ce sont des jeunes, effectivement, au départ, la cible qui s'oriente vers des études supérieures déjà et qui ont pour la plupart eu une mention au bac. Et donc, article 1 aujourd'hui a un maillage territorial très fort, comme vous disiez, Sandrine, à la fois en région et essentiellement en région parisienne au départ et maintenant aussi en région, et aussi la possibilité de faire des événements. Enfin, moi, je suis allée plusieurs fois au théâtre, à l'opéra avec article 1, justement parce que je n'avais jamais eu l'occasion avant de le faire par moi-même. Donc, ça m'a aussi ouvert vers des choses que je ne connaissais pas. Et l'idée, c'est aussi après, à terme, que ces profils-là, qui sont peut-être aussi moins standardisés, arrivent dans les entreprises et essayent de faire changer les choses, notamment sur ces questions de diversité et égalité des chances. Donc là, c'est un peu la mission principale d'article 1. Et pour l'association de Proxité, le public est souvent plus jeune, puisque c'est, comme je disais, c'est essentiellement des collégiens, lycéens et quelques jeunes qui ont après le bac et qui sont en train de s'insérer professionnellement. Et là, on est vraiment sur un accompagnement qui est plutôt de type scolaire, récurrent, parce que c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines, etc. C'est dans un centre là à Asnières où j'accompagnais Alexandra, c'est dans un centre socioculturel. Alors qu'article 1, l'idée, c'est que les rendez-vous sont affixés entre le mentor et le mentoré à leur convenance, dans le lieu de leur choix. Enfin, c'est suivi, mais disons que c'est une relation de confiance qui se construit et c'est une relation qui est aussi différente. Donc, pour revenir sur Proxité, c'est cette ouverture culturelle et en fait, les jeunes sont repérés en fonction de leur motivation et pas sur critères académiques ou scolaires ou boursiers, etc. Donc, c'est vraiment la motivation des jeunes qui ont envie de voir autre chose, qui ont envie d'être épaulés pendant leurs études, qui priment. Et ce sont les établissements qui identifient des jeunes, notamment pour rentrer dans le programme de Proxité, qui puissent s'engager sur le long terme, qui soient motivés à aller toutes les semaines quand même. C'est un poids supplémentaire par rapport à leurs études. Et l'idée, c'est vraiment cette ouverture sur le monde et cet accompagnement aussi scolaire pour pouvoir obtenir le bac ou le brevet avec plus de facilité. Voilà. Merci beaucoup, Amélie. Alors, on a donc ensemble partagé sur tous ces sujets, ces dispositifs autour de l'inclusion des jeunes par l'emploi et par aussi la formation, l'accompagnement, le mentorat. On va alors peut-être passer éventuellement à des questions. Si quelqu'un veut poser une question, c'est le moment, soit sur le chat, soit en levant la main avec la petite main que vous avez sur l'interface du webinaire. Si vous voulez poser une question, soit à Amélie, soit à Jean-François, soit aux deux, de toute façon, si vous le souhaitez. Est-ce qu'on a des questions ? Alors, on a Vanessa. Alors Vanessa, je vais reprendre votre question dans le chat. Selon mon expérience, il est facile de trouver des collaborateurs motivés pour accompagner des jeunes.
nous avons eu plus de difficultés à avoir des jeunes motivés pour être mentorés. Beaucoup de rendez-vous non honorés. Est-ce que Jean-François ou Amélie, vous souhaitez répondre à cette question? Eh bien, je ne connais pas ce cas de figure. Très, très rarement. C'est-à-dire qu'en fait, non, les associations avec lesquelles nous travaillons, les associations partenaires, justement, assurent cette interface, ce matching, si je puis dire, entre nos volontaires et les bénéficiaires, les jeunes de ces programmes. Donc, trouver des jeunes, j'ai même l'impression qu'il y a plein de jeunes d'ailleurs qui ne trouvent pas, dans l'autre sens, de mentors pour les accompagner. Il me semble que ça se passe dans l'autre sens. Oui, c'est pour préciser aussi par rapport à ce que dit Jean-François, je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, souvent, les personnes qui s'engagent en tant que professionnels pour accompagner des jeunes, ce sont des gens qui sont déjà sensibilisés à ces questions-là d'une manière ou d'une autre par leurs enfants, par leur histoire personnelle ou autre. Mais les profils qui s'engagent sont rarement diversifiés. Et c'est là qu'il y a un enjeu aussi, c'est de ramener à ces sujets qui sont importants, pas seulement pour l'aspect social qu'ils dégagent, mais surtout pour l'entreprise, de faire en sorte que les collaborateurs soient impliqués sur ces questions-là, parce que demain, c'est cette façon-là qui va permettre d'avoir des profils qui sont moins standardisés dans l'entreprise, qui vont pouvoir générer davantage de business, puisque c'est ce qu'on attend aussi d'une entreprise, penser différemment en dehors des cadres. Et effectivement, de ma connaissance d'article 1 ou Proxité, la difficulté majeure, ce ne sont pas les jeunes qui sont souvent identifiés par les associations et qui sont pour le coup motivés, mais justement d'identifier des professionnels ou des collaborateurs qui sont réellement motivés pour s'engager au moins sur un an. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est effectivement plutôt le retour qu'on peut avoir, mais effectivement, peut-être que c'est des choses à repartager si vous avez des personnes qui ne se présentent pas avec l'association ou les acteurs qui vous accompagnent sur ces sujets pour s'assurer que les rendez-vous se fassent, soient honorés, parce que c'est vrai, quand on alloue du temps aussi en tant que mentor sur des projets, on a envie d'être utile, on a envie d'avoir un impact, et c'est très frustrant de ne pas pouvoir faire ce pourquoi on est engagé. Donc c'est bien de s'assurer avec les associations qu'en termes d'organisation et de logistique, on peut aussi bien suivre les mentorats et les coachings qui peuvent être faits. Alors on peut dire quand même, on peut ajouter pour conclure de façon temporaire à cette question, c'est que c'est un motif pour nous de sélection des associations aussi. Bon, ça fait partie du job justement de faire en sorte que ça se passe bien. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement qu'on peut prendre sur le chat pour Jean-François ou Amélie? Non, pas de questions. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est vous poser une dernière question pour la fin. Une question peut-être de synthèse par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant de mettre fin au webinaire. Si chacun d'entre vous peut-être peut me donner en résumé quelles recommandations, quel message pour les entreprises qui veulent se lancer dans cet engagement autour de l'inclusion et de la formation des jeunes. Est-ce que s'il y a une chose à retenir ou une action prioritaire ou une approche prioritaire, quelle serait-elle? Et puis une deuxième petite question en bonus. Comment est-ce que parce qu'il y avait en introduction des personnes qui voulaient aussi adresser le sujet de l'impact de ce qui est fait et puis de la mesure. Quels seraient les indicateurs à suivre si on veut se dire qu'effectivement ce qu'on fait a un impact concret et une utilité concrète aussi sur ces engagements-là, s'il y a peut-être une réflexion autour de ça. Je ne sais pas qui veut commencer. Je vais bien commencer sur l'approche et je te laisserai les indicateurs, Jean-François. Mais sur l'approche, je pense que souvent, on voit tout
tous ces sujets diversité, égalité des chances, comme ce que l'entreprise doit contribuer pour la société, parce que c'est aussi le rôle de l'entreprise d'être dans le monde. Mais on voit assez rarement les liens qui peuvent exister avec le côté business et le côté pragmatique de l'entreprise, et que ça peut aussi apporter par ailleurs à l'entreprise d'inclure, d'être plus inclusive, d'avoir des profils qui sont différents, des façons de penser différentes. Et souvent, on parle de code de l'entreprise dans lesquels il faut, de moules dans lesquels il faut se glisser pour pouvoir réussir sa vie en entreprise. Mais je pense qu'il faut savoir aussi accepter des profils qui ne rentrent pas tout à fait dans ce moule-là pour justement avoir de nouvelles idées, générer des nouvelles possibilités en termes de business et accroître aussi l'entreprise de cette façon-là. Donc, je pense que la problématique, elle a à prendre dans les deux sens, pas seulement, voilà, l'entreprise donne pour la société, ce qui est vrai et ce qu'il faut qu'elle fasse, comme on l'a dit, avec aussi les programmes de l'État, notamment Un jeune, une solution, mais à l'inverse, l'entreprise peut bénéficier de cette inclusion dont elle fait preuve. Merci. C'est vrai, juste avant de laisser la parole à Jean-François, une chose qui est très importante dans le recrutement, c'est effectivement les biais qu'on peut avoir à la sélection. Et ce que les études récentes démontrent sur tous ces enjeux de recrutement inclusif, c'est que plus on fait des entretiens où on prend le temps d'échanger avec les personnes sur d'autres choses que finalement la mission propre de l'entreprise ou la mission qui va leur être confiée à l'avenir, mais plutôt essayer de connaître les personnes, de parler de sujets plutôt plus génériques de vie du quotidien, et plus les biais disparaissent en fait, et plus on s'ouvre à recruter des profils qui a priori n'auraient pas forcément été sélectionnés dès le premier abord sur des compétences on va dire métiers et des soft skills a priori définis. Mais sur ce point, il y a un enjeu aussi de l'entreprise, de sensibilisation, comme disait Jean-François, des collaborateurs à ces questions-là, qui aujourd'hui n'est pas tout à fait le cas partout, puisque c'est encore des sujets qu'on commence simplement à voir, mais que tout le monde se sente impliqué. Je pense que c'est aussi la répétition dont parlait Jean-François au tout début de ce webinaire. Eh bien, merci. Alors bon, je vais vous renvoyer la politesse sur les indicateurs, en fait, parce que c'est vous la grande prêtresse des indicateurs. Donc, moi, de façon rustique, je dirais, dans le très court terme, on peut regarder combien de volontaires, combien de bénéficiaires. Bon, j'aime bien le quantitatif, mais dans la matière, parfois, le qualitatif aussi est bon aussi. Hein. Donc, on aime bien normer tout ça chez nous, depuis Descartes. Donc, OK. Et puis, sur la première partie de la question, ou sur la première question, moi j'ai envie de dire, n'ayons pas peur, créons nos conditions pour libérer les bonnes énergies et le volontariat. Et nous sommes un pays où, visiblement, les associations font un super boulot. Donc, voilà, les entreprises peuvent créer des conditions également pour faire en sorte que les collaborateurs puissent aider, supporter au sens de supporter et entraîner des jeunes à bénéficier, on va dire, des mêmes chances, si c'est possible. Donc, libérons les énergies, créons les conditions. Et je parle pas simplement pour des grandes entreprises, bien sûr. Toutes les entreprises. Alors, bien sûr. Mais merci beaucoup pour ce mot de la fin. On termine sur une belle touche, une belle note d'espoir et d'engagement, et aussi effectivement de l'entreprise qui peut fédérer ces engagements et les accompagner. Un dernier petit mot sur les missions locales que j'ai pas forcément trop nommées, mais les missions locales organisent beaucoup d'actions aussi avec les entreprises pour des job dating, pour accompagner aussi du mentorat, du suivi entreprises et candidats parfois moins privilégiés. Donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher des missions locales. Je vous remercie pour cette session d'échange. Bravo pour vos engagements respectifs. Et puis, si les personnes qui ont suivi le webinaire souhaitent échanger plus longuement avec vous, on prend les informations, on vous fera suivre les questions.
Et puis, on va repartager le live de cette session en replay. Et puis vous transmettre aussi les supports de présentation avec la liste des associations, la liste des dispositifs qui peuvent vous accompagner de façon très concrète pour vous engager. Il n'y a plus qu'à. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci. À bientôt. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.